Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Et cette année, j'ai eu envie de passer en revue les plats favoris des Français et de vous en proposer les meilleures recettes. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Mais si bien manger reste le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe pas deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il pré-cuire les pommes de terre du gratin dauphinois, faire mariner la viande du bœuf bourguignon ou dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Salut! Alors comme chaque semaine, on va décortiquer une recette, mais pas n'importe quelle recette, l'une des recettes favorites des Français, nos recettes favorites, nos recettes patrimoniales, celles qui nous rappellent des souvenirs, et vous verrez aujourd'hui, c'est le moins que l'on puisse dire. On va en comprendre les origines, les mécanismes de transmission qui ont fait que cette recette a voyagé à l'intérieur de la France, mais aussi en dehors de nos frontières. Alors si je vous dis pommes de terre, lait, crème, peut-être un peu de muscade, certainement de l'ail, vous allez me répondre gratin dauphinois, quand je vous disais que ça vous rappelait des souvenirs, un gratin de grand-mère, des odeurs dans la cuisine. On va cuisiner avec Thierry Marx et Raphaël Aumont, j'espère, le meilleur gratin dauphinois que vous ayez jamais mangé, en tout cas cuisiné. On va prendre vos astuces, on va essayer nous aussi de vous en donner. Et avec tout ça, on va faire une recette conviviale et collégiale. Alors, on commence par mettre notre petit tablier. Et puis avec notre gratin dauphinois, moi j'ai décidé d'ajouter une recette traditionnelle qui est celle du rôti de bœuf pour que le repas soit complet. Au programme de notre voyage culinaire aujourd'hui, nous découvrirons tout d'abord la version étoilée du chef Thierry Marx. Alors, je ne vais pas laisser totale cuisson pour pouvoir garder de la fermeté à mes pommes de terre. Du côté de Rungis de Bon Matin, nous ferons la connaissance de Marc, spécialiste des pommes de terre, qui nous éclairera sur les choix déterminants pour réussir nos plats. Ça, c'est le top du top. On voulait faire cuire à la vapeur avec du gros sel, un peu d'huile d'olive, et là vous avez un orgasme gustatif. Quel programme! Dans le Dauphiné, à Romans-sur-Isère, nous découvrirons le tour de main de Pierre, qui réalise un gratin pomme boulangère, une variante historique du gratin dauphinois. Avant, les cuisinières allaient chez le boulanger pour faire cuire leur gratin, après qu'ils aient fini de cuire leur pain, évidemment. Sans traverser la France, au cœur de Paris, Annie nous cuisinera son rôti non pas au four, mais à la cocotte. Pour protéger mon four, ne pas avoir d'éclaboussures et me permettre de faire des gâteaux le dimanche. Regardez comme c'est joli. Bref, beaucoup de rencontres et beaucoup d'astuces. Mais pour le moment, c'est moi qui suis au fourneau. Et pour cela, je commence par sortir à l'avance mon rôti de bœuf pour éviter que le cœur ne soit trop froid au moment de la cuisson. On commence avec notre gratin. Les pommes de terre, moi je choisis toujours des pommes de terre de garde, des pommes de terre un peu vieilles qui sont plus riches en amidon. Et je vais les laver d'abord à l'extérieur. Ça paraît un peu curieux parce qu'on pourrait finalement les peler, les laver après. Mais ça me permet de garder tout l'amidon et d'éviter de laver les pommes de terre après les avoir pelées. Bon, alors j'ai pas pu m'empêcher de personnaliser mon gratin dauphinois. C'est le principe, c'est toujours le cas avec les recettes traditionnelles. On prend une base et après on le fait un peu à sa sauce. Et moi j'aime bien rajouter du fenouil dans mon gratin dauphinois. Vous verrez, c'est très subtil, c'est à peine perceptible, mais ça l'allège et ça donne un petit goût un peu mentholé, un peu anisé, qui est vraiment agréable. Mais ce gratin dauphinois, fenouil ou pas d'ailleurs, quelle est son histoire ? Sous ses allures provinciales, le gratin dauphinois est capable de vous faire voyager au-delà de l'Atlantique. Saviez-vous que le point commun entre les montagnes du Dauphiné et la cordillère des Andes, c'est la pomme de terre ? Les Incas ont en effet été les premiers à profiter de la pomme de terre, sans laquelle le gratin dauphinois n'existerait pas. Domestiquée et cultivée dans les Andes, la pomme de terre, patata à l'époque, fut rapportée dans les galions des conquistadors. Elle débarque d'abord en Espagne, puis en Italie et en Suisse, région très proche du Dauphiné. Et c'est grâce à cette proximité que les Dauphinois profitèrent de la pomme de terre très tôt, avant même que Parmentier n'en apprenne l'existence au reste des Français.
Il semblerait donc que ce plat paysan ait existé avant que son nom ne soit prononcé pour la première fois en 1788 lors d'un banquet donné par le duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant général du Dauphiné. Cette recette du gratin est, selon un autre célèbre dauphinois, Michel Rostand, la plus simple du monde. On gratine, mais on n'égratigne pas la recette. On ne le répétera jamais assez, pas de fromage sur le gratin dauphinois, sans quoi il devient un gratin savoyard. Le dauphinois, il est sympa, mais avec le gratin, il rigole pas. Bonjour Julie. Hello boys. Comment ça va? Super. Alors, vous venez bosser avec moi en cuisine? Ah oui, on est corvée de patates. Corvée de patates, je n'osais pas le dire, vous arrivez à point nommé. Tu vois, j'étais en train de me dire, je pèle mes pommes de terre, mes épluchures tombent dans mon évier, donc a priori je vais les jeter. Et Thierry va me dire que je pourrais ne pas les jeter. C'est vrai. C'est ça, vrai, non? Tu pourrais ne pas les jeter et puis les faire frire C'est vrai. et les réduire en poudre une fois séchés, en faire un petit sel de condiment. Alors, séché ou frites? Alors on peut les faire frire. Comme des chips. Et voilà, et puis C'est les les Canadiens servir qui font ça, à d'ailleurs. l'apéritif, par exemple, exactement. Et puis, ou alors les faire sécher au four avec un petit peu de D'accord. matière grasse, un petit peu d'huile de pépin de raisin, par exemple. Desséché à four doux, alors? À four doux, et puis les réduire en poudre, un petit peu comme du sel fin. Et puis on peut s'en servir pour condimenter un petit peu, des fois simplement une Parce que pomme ça de a terre du cuite. goût, des épluchures? Oui, beaucoup. Et des beaucoup. vitamines aussi. Et des vitamines, il y a beaucoup de valeurs nutritionnelles. Et oui, parce qu'avec Thierry, on ne perd jamais rien. Comme nos grands-mères, hein, finalement, c'est Oui, la le- cuisine du bon sens. Alors du coup, j'ai choisi des grosses pommes de terre, des pommes de terre de garde, plutôt vieilles, parce que je crois que l'amidon se développe avec le temps. On est d'accord là-dessus? Oui. Parce que le choix de la pomme de terre, il est déterminant dans la Il est réussite du déterminant. gratin. Là, tu as fait fort parce que tu as choisi la bonne taille. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de rognures à faire pour avoir une jolie Oui, tranche. c'est sûr que quand elles sont un petit Et peu donc, on a difformes. une belle prise en main si on a utilisé ce fameux outil, la mandoline, ou les couper au couteau. Il y a Donc une- on prend surtout pas des pommes de terre primeurs, comme on Ah dit. non, Ça, c'est surtout vraiment pas. le- Elles ont d'autres le valeurs. but La de pomme de cette terre recette. primeur, c'est plutôt pour la pomme de terre sautée, la pomme de terre à rissoler. Bien sûr. En l'occurrence, moi j'ai opté pour la variété Spunta, recommandée par Marc, mon patatier de Rungis, notamment pour leur calibre imposant. Je les passe au robot pour obtenir des lamelles d'environ 3 mm. L'avantage, c'est que ça te fait des tranches extrêmement calibrées C'est vrai. et ça va très vite. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal, non? Oui, ça brutalise un peu, mais puis c'est moins physique. Oui, j'aime bien quand on est brutal avec moi. Allez, c'est parti pour la patate brutale. Je n'ai pas assez taillé. Voilà. Oui, j'aurais dû te demander. Bon, on regarde ta recette, Thierry, parce que Oui, comme bien d'habitude, sûr. tu fais rien comme tout le monde, toi. Faut toujours que oui, tu te démarques. j'essaye T'étais de- comme ça à l'école? Oui, mais je me démarquais pas forcément dans le bon sens à l'école. La philosophie du gratin dauphinois. Première étape de la recette du chef Thierry Marx, la viande. C'est à la préparation d'un rôti, parfait accompagnement du gratin qu'il s'attelle. Pour faire mon roast beef, je prends du cœur de rumsteak. Je ne barde pas le roast beef. Je trouve que c'est un apport en matière grasse trop important. Astuce du chef, il pique sa viande pour la nourrir, en l'occurrence avec du lard de Colonnata, un lard italien affiné durant 6 mois avec de l'ail et des aromates qui supportent assez bien les fortes chaleurs. En moyenne, il faut 10 gros bâtonnets pour 1 kg de cœur de rumsteak, des bâtonnets qu'il est préférable de faire durcir préalablement au réfrigérateur. Je vais prendre une aiguille à larder et je vais piquer ma viande. On ne retrouvera pas le lard après la cuisson, il aura fondu, mais il aura nourri les chairs de la viande. Voilà. Deuxième étape, préparer la cuisson. Une fois la viande piquée, elle est délicatement ficelée pour lui donner une jolie forme et une meilleure tenue. Là, ma main, je prends le morceau de viande, je passe et je resserre. Pas plus, pas moins. 1, 2, 3, 4, juste pour qu'il garde sa jolie forme. Dans la cocotte préchauffée, on ajoute un morceau de lard de Colonnata, quelques gousses d'ail légèrement fendues, puis la viande qui a été salée et poivrée. Et je saisis. On l'entend. Il faut rester concentré sur ce qu'on appelle le marquage de la viande. Afin qu'on n'ait pas une surcoloration, mais qu'on ait quand même une jolie caramélisation. Le chef colore le rumsteak sur toutes ses faces, sans oublier les extrémités. Attention à ne pas piquer la viande pour éviter que le jus du rumsteak ne sorte.
On voit la coloration, il n'y a aucune trace noire sur la coloration. À présent, dans un four préchauffé, on enfourne 15 minutes à 250 degrés sans couvrir afin que la viande soit croustillante en surface. Pour la troisième étape de notre plat, il est temps de s'attaquer au gratin dauphinois. On commence par couper les pommes de terre à la mandoline. Important, c'est l'épaisseur. Surtout pas trop fine. Je retaille mes pommes de terre pour avoir une jolie présentation. Mais je ne jette pas les parures. J'en aurai besoin dans d'autres préparations. Dans la casserole, le chef ajoute ensuite Le lait, une prise de gros sel, la crème, noix de muscade et une gousse d'ail écrasée, non épluchée. Et on va mettre en cuisson. les pommes de terre vont cuire une dizaine de minutes, pas plus. Alors, je ne vais pas laisser totale cuisson pour pouvoir garder de la fermeté à mes pommes de terre. Mais maintenant, je vais laisser la gousse d'ail dans le lait et la crème et je vais laisser réduire doucement. Reste à ranger les pommes de terre harmonieusement dans un ramequin sur plusieurs étages. Puis elles sont arrosées de lait de cuisson réduit et passées au tamis. On voit qu'il y a quand même l'amidon de la pomme de terre qui a donné de l'épaisseur. Quatrième et dernière étape, le gratin est réservé sous la salamandre pour le maintenir au chaud tout en le faisant légèrement gratiner. On sort le rôti du four au bout de 15 minutes pour le nourrir de beurre et le parfumer au thym. Longtemps, ça s'appelle le bœuf coup de plein air. On sent les arômes du thym. Si j'avais mis mon thym en début de cuisson, il aurait brûlé, sans intérêt. Voilà. Je ne vais pas laisser brûler la matière grasse, surtout pas. Je vais débarrasser ma cocotte de ma viande pour laisser reposer la viande au moins 15 minutes. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de récupérer les sucs. Je vais décoller les sucs de viande à l'eau. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter mon jus de bœuf que j'avais préalablement préparé. Il s'agit d'un jus réduit réalisé avec les parures de bœuf. Je vais changer de contenant pour le réduire plus facilement. Et voilà. Et mon jus va réduire et il va se corser. La viande peut maintenant être déficelée et coupée en tranches généreuses. Vous voyez le piquage qu'on avait mis tout autour, il a fondu. Et le gros piquage que j'ai mis, il est là. Et c'est parti pour le dressage, à la baguette s'il vous plaît. Voilà comment on obtient un rôti de bœuf au jus et son gratin dauphinois étoilé en 4 étapes. Retour dans ma cuisine pour avancer mon gratin que je personnalise avec quelques touches de fenouil. Ça te paraît pas hérétique? Non, ça me paraît pas hérétique, ça permet une aromatisation qui peut être intéressante. J'ai juste un doute sur le temps de cuisson entre la pomme de terre et le fenouil, mais ça devrait Tu vas voir que ça marche. Quand on travaille avec un grand chef, il faut être sûr de soi. Tout comme la pomme de terre, je passe le fenouil au robot. Alors, moi, j'ai remarqué une chose, Thierry. J'ai suivi ta recette avec beaucoup d'attention. Notre gratin, il est relativement semblable. À une différence près, c'est que toi, tes pommes de terre, après les avoir pelées, tu les fais tremper dans l'eau, mise en place oblige, comme disent les chefs. Mais alors, est-ce que ce n'est pas dommage parce que tu vas perdre un peu d'amidon? Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs, toi? Venez voir si vous voulez, comme ça je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que l'amidon. Je vais vous faire une petite expérience marrante. On va faire un jus de pomme de terre. Donc centrifugeuse pour les fruits. On va y mettre quelques pommes de terre. C'est fou de voir à quel point il y a de l'eau dans la pomme de terre. On a l'impression oui. que c'est très sec, alors que C'est finalement ça contient 70% d'eau, 75% d'eau la pomme de terre. Donc c'est très très riche. Donc voilà du jus de patate. du jus de Ça fait patate. envie. Donc il y a quand même beaucoup d'eau dans une pomme de terre. Et si on laisse un petit peu décanter, on va voir très très vite au fond, il y a des traces blanches. C'est en train de se déposer. C'est des petits grains d'amidon. Est-ce que c'est la même chose que la fécule? Exactement. C'est-à-dire que si tu rinces ça, eh bien tu vas obtenir au fond, tu La vas obtenir fécule de pomme de terre qui nous sert à C'est de lier le l'amidon son. pur de pomme de terre. Alors, Le il paraît dépôt blanc. même que ça peut servir à coller le papier peint. Oui, C'est ce qu'on m'a dit. c'est une colle. C'est C'est ça. vraiment une colle très très L'amidon puissante. de la pomme de Alors, terre. je vais tout prendre, ce jus. Je vais le mettre dans une casserole bien chaude. On va mélanger. Et vous voyez, Oh, dis instantanément, donc, ça épaissit. c'est le principe du liant. On fait comme une espèce de purée minute.
C'est assez rigolo quand même de voir ce côté très très liant. Ah oui, dis donc. Oh, mais c'est incroyable Là. cette texture. Gustativement, est-ce que c'est exploitable ou pas? Il n'y a pas beaucoup de plaisir à manger de la colle. Parce que là, c'est de la colle. Concrètement, pour l'appliquer à la purée, il faut un peu de colle, mais pas trop. Comment fait-on pour ne pas libérer cet amidon? Il ne faut pas les écraser trop finement, parce que là, vous allez libérer l'amidon. Et la Et quand rendre quand on fait une purée, bien sûr, Jamais elle est la loupée. mixer. Pourquoi? C'est quand on la mixe rapidement Voilà. avec un outil mécanique. Or que quand on fait une purée avec la bonne vieille niçoise à la c'est main et beaucoup plus ensuite qu'on efficace. passe la donc purée jamais de robot pour la purée, je ne bien veux pas sûr. nommer un de mes chefs Ouais. préférés, mais Joël Robuchon avait le Bien secret sûr, de la purée. bien sûr, Et je c'était- vais noter ça. C'est d'abord au moulin à légumes, il faut racheter un bon vieux moulin à Ouais, légumes, manuel, et ensuite un bon tamis, celui qui nous sert à passer la farine. Et là, on va juste monter un petit peu au beurre et on a une purée exceptionnelle. Moi, j'ai pas goûté quand même. Je voudrais bien Ah oui, goûter goûte, ta c'est colle intéressant. là. Moi, je trouve ça Oh là là. intéressant parce qu'il y a le goût de la pomme de terre encore. C'est une Alors- colle naturelle. Quand on expérimente ça au laboratoire, on se dit qu'est-ce qui est possible de faire. Ça, c'est la texture de la pâte à choux. Ça peut être si une je piste. rajoute C'est ça. des jaunes de Oui, l'œuf, oui. eh bien, j'ai une pâte à choux de pommes de terre. Alors, la meilleure gougère, la meilleure purée, les meilleures frites, la meilleure pomme vapeur, évidemment le meilleur gratin dauphinois. Pour réussir tout ça, eh bien, il faut avoir la meilleure patate. Mais c'est pas forcément la même pour toutes les recettes. Et pour ça, on est allé voir notre copain patatier, Marc Fichel, qui lui détient tous les secrets du choix de la pomme de terre. Il est extraordinaire. Et comme la pomme de terre est le légume favori des Français, Dieu sait que tout ça est important. C'est forcément de très bon matin que je me suis rendue au marché international de Rungis dans le Val-de-Marne. J'y rejoins Marc Fichel, un patatier comme il s'appelle sur le carreau. Dans les allées dédiées à ce tubercule se vendent plus d'une trentaine de variétés. Alors si vous ne savez pas comment choisir vos pommes de terre en fonction de vos recettes, suivez le guide. Marc travaille ici depuis 15 ans, il est incollable. Alors commençons par le gratin. Vous avez la Mona Lisa ou la Binge. Ça, c'est de la Mona Lisa. Et à l'intérieur, la Mona Lisa, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a une chair légèrement jaune. Et ça, pour les gratins, c'est juste le top du top. Si l'on cherche une pomme de terre à cuire simplement à la vapeur, Un petit bijou. Marc recommande une variété nouvelle, la Jazzy moyen calibre. Attention, c'est précis. Ça, c'est le top du top. On vous les fait cuire à la vapeur avec du gros sel, un peu d'huile d'olive ou du beurre si vous préférez le beurre. Et là, vous avez un orgasme gustatif. Nous avons également des chairs plus fondantes, comme l'agata. Une variété qui supporte très bien les fritures. Alors, on peut faire des frites avec, on peut faire aussi de la purée. Les Anglais en sont friands. On exporte beaucoup, que ce soit en Angleterre, en Hollande ou à l'étranger. Autre spécificité parmi notre myriade de pommes de terre, leur couleur. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer un petit trésor ci de famille. Ce qu'on appelle couramment de la pomme de terre noire ou la pomme de terre bleue. La magie de cette pomme de terre, alors gustativement parlant, c'est pas la meilleure. En revanche, dans une assiette, vous pouvez la couper en lamelles. C'est super joli, vous pouvez faire des purées de vitelotte ou des purées de Bergerac. Ça vous donne une purée toute violette. Et vous avez la langue violette. Non, je vais pas tester devant vous. Pour que ces pommes de terre puissent continuer à en jeter dans l'assiette, Marc insiste sur les bonnes pratiques pour les conserver. Le consommateur, il doit aussi couvrir sa pomme de terre. Si elle verdit, elle est impropre à la consommation. Donc, il vaut mieux les conserver dans un lieu à température ambiante, pas au frigo, que le froid casse la pomme de terre. Les pommes de terre sont récoltées en été de mai à juillet et en automne de septembre à novembre et se conservent quelques mois. Seules quelques variétés comme la Binge se conservent plus de 10 mois. Désormais, j'appréhenderai ces demoiselles qui portent très souvent des prénoms féminins un peu différemment. Pour moi, le choix est déjà fait. J'ai opté pour des spunta pour leur chair ferme, mais pas trop non plus, et leur calibre, de façon à pouvoir y tailler de belles rondelles régulières. Reprenons le fil de ma recette en faisant chauffer du lait entier. Quand on regarde l'historique un petit peu du gratin dauphinois, c'était du lait entier et très entier Et le d'une lait époque. entier d'autrefois, c'était presque de la crème. Et c'était presque de la Aujourd'hui, crème. elle a trop Alors- de valeur pour qu'on ne la retire pas du lait. Exactement. Donc moi, j'ajoute dans mon gratin dauphinois de la crème. Et on me dit, oh là là, c'est pas la base classique. Non, mais j'ai une Parce que la forme. base classique, c'est vraiment du lait, c'est ça? C'est du lait. Et moi, je rajoute une gousse d'ail dans le lait.
Tu penses quoi? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Parfumer plus discrètement que si on la mettait directement dans le. Je le fais. dans le Alors, je plat. sais pas comment tu fais, si tu l'épluches ou pas. Non, moi je l'écrase simplement. Et voilà. On est d'accord. Et quand mon lait est quasiment au point d'ébullition, évidemment pas à ébullition, sinon c'est la cata, merci, je verse mon mélange pommes de terre fenouil. Et là, à partir du moment où ça repart en frémissement, je compte 8 minutes. Oui, c'est ça. Pré-cuisson, quoi. Ouais. En plus, ce qu'il y a bien dans cette pré-cuisson, toi, pas trop longue, par essayer de trop casser la pomme de terre, il faut quand même que ça reste joli. Je trouve qu'un plat, Oui, si ça se casse dans le plat, évidemment, voilà, c'est donc pas le but. quand on va les reprendre pour les égoutter et les remettre dans le plat, on risquera pas de les briser. Donc c'est plus intéressant. Oui, parce que moi, je le fais pas à la grand chef, c'est-à-dire que je vais pas les aligner une par une, j'ai pas le tuilage. temps. Hein. Ah oui, Oui, non. le tuilage. Non, puis moi, j'ai pas 42 apprentis. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais je le fais à la ménagère, comme on dit, mais du coup, c'est important que la pomme de terre, enfin les rondelles soient entières, absolument. Alors, il en est une qu'il fait à la ménagère aussi, c'est Christiane Haribert, qui habite dans le Vercors, donc c'est dire si elle connaît le sujet. Eh oui. C'est vraiment justement le terroir d'origine du gratin, ce fameux Dauphiné qui réunit 3 départements. L'Isère, la Drôme, La Drôme. les Hautes-Alpes. C'est précisément dans la commune d'Autran, dans le parc naturel du Vercors, que je suis allée rencontrer la famille Haribert. Christiane et Régis, son époux, sont tous deux hôteliers-restaurateurs dans un établissement tenu par la famille depuis plusieurs générations. Retenez le nom, La Buffe est une adresse très prisée dans la région. Chez les Haribert, le gratin dauphinois, c'est un plat de fête, fait de souvenirs. Christiane va d'ailleurs nous dévoiler une recette transmise de mère en fille. Je coupe mes pommes de terre en deux. Je fais des petites tranches comme ça. La grand-mère, ma maman le coupait comme ça aussi. Christiane ne cherche pas à obtenir des tranches régulières avec cette découpe au couteau, mais des morceaux disparates qu'elle dispose tout aussi irrégulièrement dans son plat. Puis après, je vais mettre mon lait. Un lait que Christiane choisit entier, elle aussi, mais qu'elle ajoute à froid, véritable gain de temps, et recouvre totalement les pommes de terre. Je ressale un petit peu après. Et c'est tout, rien d'autre. Christiane n'utilise donc que des pommes de terre, du sel et du lait entier. Reste à l'enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Et lorsque notre cuisinière récupère son gratin, le résultat semble la satisfaire. Voilà le gratin. Elle a dressé la table pour un repas en famille avec Christophe, leur fils cuisinier lui aussi, et leur petite fille. De son côté, Régis a confectionné un gratin en poche en 45 minutes des lamelles de pommes de terre coupées à la mandoline, dans un mélange de lait et de crème, avant de tout enfourner dans un plat 15 minutes. Il n'oublie pas d'être très généreux avec la crème. La crème va devenir légèrement brune, donc ça va gratiner le dessus. Le gratin à la crème du Vercors, c'est ça la recette. Il arrive alors les bras chargés avec sa version du gratin dauphinois qui ressemble un peu à la mienne, le fenouil en moins. Dans la famille, on ne badine pas avec le sujet. La guerre des gratins est lancée. Voilà les 2 gratins différents. Le moment de les départager est arrivé. Avis au palais expert et peut-être déjà conquis par avance. Là, dans le gratin de ma maman, on rentre vraiment le goût de la pomme de terre pochée dans le lait. On suit mon papa dans quelque chose de plus compoté. Bah, les dés sont bons. Le gratin que fait mon épouse, c'est un gratin qu'on va consommer tout de suite et qui va, si on le garde pour le lendemain, le goût sera légèrement différent. Le gratin que je fais, ça permet de préparer le gratin la veille et éventuellement de l'avoir le lendemain, j'ai exactement le même goût. C'est un parfait agrément d'une viande, d'un poisson. Il se marie très très bien. C'est un plat qui est chargé d'histoire mais qui est très très contemporain. De notre côté, retour à la maison où l'on prend les choses très au sérieux aussi. Nous départagerons nos 2 recettes un peu plus tard. Il faut d'abord les terminer. Pour le moment, je récupère mes légumes, pré-cuits dans le lait, pour les transvaser dans la crème entière. Il faut dire qu'au début, je jetais mon lait.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même dommage parce que non seulement, d'abord, c'est du lait, ça coûte de l'argent, et puis c'est un bon produit, mais surtout, il s'est gorgé de l'amidon des pommes de terre et de la saveur du fenouil. Et on le voit déjà. Et on le voit déjà. Et du coup, tu sais ce que je fais maintenant? Je rajoute un fenouil, je rajoute une pomme de terre, je fais cuire ça et je fais une soupe fenouil pomme de terre. Et c'est délicieux. Alors, on met un peu de muscade ou est-ce est-ce que c'est une tradition là aussi qui a du sens? Pourquoi de la muscade? Moi, je trouve que ça donne du relief. Et puis, la muscade rentre dans l'histoire de ce plat. Alors maintenant, quand on mange un gratin dauphinois et qu'il n'y a pas de muscade dedans, c'est un petit peu comme la béchamel. Et la béchamel, tiens, il manque quelque chose dans la béchamel, de la muscade. C'est plus un conditionnement forcément qu'une raison gastronomique. Voilà, c'est un conditionnement d'esprit. Et en même temps, c'est comme ça aussi que les recettes se construisent. Si c'était qu'un simple assemblage d'ingrédients, ça n'aurait pas de sens. Bien sûr. Tu vois, je fais en sorte que ma crème recouvre un peu mes pommes de terre, que tout ça soit bien mélangé. Et il m'est arrivé de voir comme ça une réduction, la laisser refroidir, ajouter jaune d'œuf ou œuf entier, les coucher dans un moule à charlotte dans lequel on avait déjà mis les pommes de terre façon gratin dauphinois, laisser cuire au four au bain-marie, laisser reposer et avoir un gâteau de pommes de terre absolument hallucinant. Comme ça, on peut varier par moment les recettes ou les faire évoluer. Alors, en parlant de variation, il y a une autre variation qui apparemment est bien ancrée dans le terroir, toujours le même, celui du Dauphiné. C'est le gratin de pommes de terre boulangère. Allez, nous, on va mettre ça au four. Et je laisse ainsi mon gratin gratiner à 180 degrés, chaleur tournante, pendant 45 minutes. Et pendant ce temps, reprenons la route direction Romans-sur-Isère, à une vingtaine de kilomètres de Valence, dans la Drôme, pour le gratin pomme boulangère. Comme tous les matins, Pierre passe à la boulangerie qu'il a transmise à son fils il y a quelques années. Ah, bonjour Bertrand. Ça va? Je viens de donner un petit coup de main. On t'attendait. Et quand il en a le temps, il ne peut s'empêcher de remettre la main à la pâte. Tiens, tu veux pas fariner la planche, s'il te plaît? Ouais. Si Pierre prend toujours autant de plaisir à fabriquer le pain, aujourd'hui c'est dans sa cuisine qu'il m'emmène pour me dévoiler les secrets de son gratin pomme boulangère, que j'avoue ne pas connaître. D'ailleurs, d'où lui vient ce nom, Pierre? Pomme boulangère, tout simplement parce qu'avant, les cuisinières allaient chez le boulanger pour faire cuire leur gratin, après qu'ils aient fini de cuire leur pain, évidemment. Et voici ce qui le différencie de son cousin, le gratin dauphinois. C'est quelque chose qui est un peu plus léger que le gratin dauphinois, mais on le fabrique un petit peu de la même façon, sauf que nous ne mettons pas de crème. Pierre remplace donc la crème par un simple bouillon de volaille et utilise un fond de viande maison pour parfumer son gratin. Le tout relevé d'un peu de thym, de laurier et de quelques oignons. Pour le choix de ses pommes de terre, pas d'hésitation, il choisit la binge, une pomme de terre que l'on trouve quasiment toute l'année. Alors, je vais donc hailler mon plat et ensuite je mets un petit peu de beurre. Un petit ajout de matière grasse qui permet aux pommes de terre de ne pas accrocher au plat. Ensuite, Pierre range ses lamelles de pommes de terre coupées à la mandoline en ajoutant entre chaque couche ses aromates. Une fois le plat rempli aux 3/4, il peut intégrer le bouillon sans oublier le fond de viande. J'ai gardé un fond de jus, j'ai fait du chevreau il y a quelques jours et je vais en ajouter un petit peu dessus pour parfumer un peu plus ce gratin. Vous voyez, je vais en mettre un petit peu comme ça. On va mettre ce bouillon. Pour pas que ça emmène tout le thym et le laurier, je vais le mettre juste, je vais le rentrer par le bord jusqu'à ce qu'il déborde dessus les pommes de terre. Le gratin va cuire au four à bois, c'est certain, on est bien chez un ancien boulanger. Dans 50 minutes, nous reviendrons. Sachez que pour un four traditionnel, il faut compter également 50 minutes de cuisson à 200 degrés. Alors voilà notre gratin. On va planter le couteau dedans pour voir si ça passe bien. Vous voyez, il est très tendre. C'est impeccable. Si visuellement ce gratin a de véritables allures de gratin dauphinois, au palais, la différence est nette. Une véritable alternative, plus légère.
Le four à bois, la pierre, moi ça me rappelle ces fours de boulanger à l'ancienne. Cet arôme du bois dans le four. Cette cuisson lente, Oui, et progressive. puis l'idée du foyer, l'idée du four de copains. Moi, mon grand rêve, c'est ça, c'est un four où on se retrouve pour faire du pain avec les copains et de la cuisine dans un four à bois. Donc, rumsteak, finalement, pour toi, c'est le plus approprié. C'est le plus approprié. Le plus de goût, le plus de mâche sans que ce soit dur. La mâche sans que ce soit dur, exactement. Et la tendreté. Et puis, vraiment, ça fait partie du symbole fort du roast beef, finalement. C'est un peu Roast ça. beef égale rumsteak. Alors, moi, mon roast beef, je mets un peu d'huile d'olive, parce que je me dis que l'huile d'olive, elle brûle moins que le beurre. On verra si j'ai raison ou pas. Je masse. Ouais. Hop, voilà. Alors ça, c'est une très 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 bonne astuce. Il faut vraiment regarder ça. Masser les produits. Alors on n'ose pas le faire. Il faut arrêter avec cet hygiénisme permanent. Oui, avec les pinceaux, Avec les pinceaux, les machins. papiers absorbants. Il faut faire pénétrer un petit peu le corps gras et on va voir qu'au marquage, ça a du sens. Moi, j'aime bien l'idée de la caramélisation, de créer déjà l'enrobage avec une jolie coloration et ensuite le four, ça c'est un marche environnement. aussi, non, ça va le faire par défaut. Là, Ça on va va le sécher, maîtriser, peut-être. oui, là, on va maîtriser le marquage de la viande. Ah oui, et parce on que va tu peux le maîtriser mieux. retourner, tu peux, Exactement. ouais, plus qu'au Et four. on va faire face sur face, plus qu'au four. Voilà, là on entend chanter le produit. Quand on va plus entendre, ça va diminuer en intensité auditive, et bien on va retourner le produit, on va remarquer notre face, etc., etc. Tout ça, c'est de l'observation. Alors moi, j'ai rencontré quelqu'un qui observe également et qui elle aussi fait chanter sa viande. Elle s'appelle Annie, elle habite Paris et elle cuit son rôti alors entièrement à la cocotte. J'ai décidé de la rejoindre à vélo et traverser Paris pour aller rive droite dans le 12e arrondissement. C'est au marché d'Aligre qu'Annie m'a donné rendez-vous, sous la halle, chez son boucher auquel elle est fidèle depuis plus de 10 ans. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va, très bien, merci. Très Voilà, bien. je voudrais faire un rôti de bœuf aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous me proposez comme morceau Alors, ce que aujourd'hui? je vous propose, un joli et bon cœur de rumsteak. Voilà. Super. Vous voulez le faire comment? Pas au four, à la cocotte. Une technique qui lui a été conseillée par son boucher, avant tout pour son aspect pratique. Pour justement protéger mon four, ne pas avoir d'éclaboussures et me permettre de faire des gâteaux le dimanche. Voilà. Eh bien voilà, je vous Merci, remercie, je vous souhaite très une bonne bonne journée. journée, à bientôt. Bon rôti, Au bon revoir, appétit. merci. Pour découvrir son tour de main, direction cette fois-ci sa cuisine, dans son appartement à quelques rues de là. Donc enfin voilà, c'est la cocotte en fonte bien lourde de ma grand-mère. Donc je vais ranger le couvercle parce qu'on n'en a pas besoin. Donc je vais mettre dans ma cocotte du beurre, 2 cuillères d'huile, ou peut-être même 3. Bon, voilà. Il faut attendre de laisser monter en température cette matière grasse sur un feu vif avant de saisir la viande. Allez, regardez comme c'est joli. Donc on va le retourner, mais sans piquer la viande, pour pas que le sang s'échappe. Pour un rôti saignant, Annie recommande en moyenne 15 minutes de cuisson par 500 grammes. C'est facile à faire. Puis ensuite, il suffit de couper des belles tranches, faire un accompagnement. Alors au choix, hein, on peut faire un gratin ou dauphinois, un gratin de courgettes. On peut faire de la purée s'il y a des enfants. Quand le rôti est presque prêt, Annie a une astuce bien à elle. Elle rajoute une garniture aromatique composée d'une carotte, d'un oignon, d'ail de persil et d'un bouquet garni pour donner un peu plus de goût à son jus. Tout en gardant un œil sur le feu, la garniture ne doit pas brûler. Le rôti a l'air cuit, il est bien doré, il est même bien cuit. Donc je voudrais quand même faire une petite vérification parce qu'il n'est pas très gros, donc 20 minutes ça me paraît un petit peu beaucoup. Peut-être que je me trompe, mais on pourrait peut-être essayer. Donc je vais le sortir. Oups, voilà. C'est l'heure de vérité. Je crois que c'était une bonne idée. Le rôti est prêt, Annie déglace maintenant sa cocotte pour faire un jus de viande qu'elle va ensuite filtrer, rien ne se perd. Il s'agit d'un véritable réservoir de saveurs. Je vais répartir le jus sur les bords en fait.
Parce qu'on peut le mettre en saucière, bien entendu, mais bon, voilà. Merci Annie pour ses conseils et astuces. Un rôti sur le feu plutôt qu'au four, une bonne façon de garder un œil sur sa viande afin de ne pas louper sa cuisson. De notre côté, en cuisine, nous finissons de nourrir notre rôti en faisant mousser un peu de beurre avant d'en recouvrir notre viande pour la caraméliser doucement. Ah tiens, il y a une chose que faisait Annie et que je fais aussi, je ne sais pas si c'est ton cas, si je crois que dans ta recette c'était le cas, c'est de rajouter des petites herbes. On les met maintenant? Non, pour moi c'est trop tôt. Elles vont brûler. Pour moi l'idéal c'est quasiment à la fin de la cuisson, remettre un tout petit peu de matière grasse s'il n'y en a pas assez. Et là de mettre mes herbes dedans pour qu'elles exhalent vraiment une infusion minute. J'ai préchauffé mon four à 230 degrés, thermostat quasiment 8. Ventilé, on est bien d'accord? On est d'accord. Pour que la chaleur se répartisse bien. La viande, ça se saisit. Il faut une forte chaleur de départ. Et après, on peut faire tomber un petit peu la chaleur. Mais là, on enfourne à four chaud. Tiens, tu m'ouvres le four, le deuxième, parce que je ne vais pas le faire cuire en même temps que mon gratin. Sinon, je vais en faire de la bouillie. Ça va, t'es pas trop petite? Ouais. Enfourné dans un four préchauffé à 230 degrés, chaleur tournante pendant environ 20 minutes pour un rôti d'1 kilo. Allons maintenant voir Raphaël côté labo pour découvrir une autre méthode plutôt innovante pour cuire à la perfection son rôti. Je vous ai préparé quelque chose, moi. Ça m'étonne pas de toi, tiens. Un rôti cuit à basse température. Donc là, on fait comme une sonde ou un thermomètre. Hein. Ouais. On mesure pour être pile à cœur. Et puis du coup, si par exemple je la veux saignante, je vais mettre à 50 degrés. Saignant, c'est 50 degrés. Voilà, mais à 50 degrés, ça pourrait presque rester 2 heures ou 3 heures. Bon. Et oui, il ne se passera rien. Si tu veux saignant, ça va être 50 degrés. Rosé, 52. Monsieur À thermomètre. point 54. Non, mais ça veut dire que vraiment, oui, bien ces sûr. températures sont au degré près. Donc Alors là, ici, tu parles de température à cœur. Voilà, Là, on a regardez. on a une jolie cuisson. Ah oui, ça c'est vrai que la cuisson est parfaite. On est sûr avec le thermomètre d'avoir une cuisson parfaitement régulière et homogène. L'avantage surtout de ce mode de cuisson, outre le fait qu'on contrôle vraiment le degré de cuisson et donc la qualité de la viande, c'est qu'on peut le préparer à l'avance. Comme tu dis, on peut le laisser reposer dans son eau quasiment tiède. Et juste avant de passer à table, on marque, comme vous dites. Ouais. Et donc c'est très facile. C'est vrai que c'est une sorte de mise en place qui nous simplifie la vie. Ce que j'accorde à cette technique, moi, c'est la tendreté. Moi, je veux bien. Et c'est vrai d'abord on enferme des saveurs, donc on les concentre, et puis on a une tendreté qui est exceptionnelle. La tendreté, c'est l'eau de constitution. Et là, on a gardé toute l'eau à l'intérieur. Retenez que pour une cuisson sous vide de votre rôti à basse température, il faut maintenir l'eau à 50 degrés pendant 45 minutes à 1 heure pour un rôti saignant. Point positif, aucun risque de surcuisson au-delà d'1 heure si vous maintenez une température constante. Alors évidemment, on a compris que la cuisson était déterminante, mais il y a une autre chose qui est déterminante dans la réussite de la recette, c'est le temps de repos. C'est indispensable. Une viande rôtie, elle doit reposer, pourquoi? Si on coupe immédiatement une viande qui sort du four, tous les jus vont sortir d'un coup. Parce que pendant la cuisson, les protéines vont se rétracter un petit peu. Et si ça se rétracte, l'eau va sortir. Si on laisse reposer une viande, eh bien les jus vont s'épaissir avec les protéines naturellement présentes. Avec l'abaissement en température. Avec l'abaissement de la température, c'est complètement lié. Par contre, donc, si tu veux reposer, après, il faut surtout pas utiliser ce plastique-là. Par exemple, pour ton rôti, là, que tu es en train de faire de façon classique. Ouais. Si tu utilises comme ça un film, il va être complètement étanche, il va t'étouffer la viande. Et la croûte qu'on aura va devenir la croûte qui était bien toute molle. croustillante, bien homogène, eh bien, elle va être imbibée d'eau. Bah ça oui, va mais alors ramollir, comment tu je vas fais perdre pour le le tenir au chaud? Le papier de boucher, ça c'est une astuce de chef, ou le papier de pâtisserie, ce qu'on appelait le sulfurisé. Ça va absorber un petit excès d'humidité et puis ça va laisser un peu respirer aussi, tout en maintenant le côté isolé, parce qu'on veut pas non plus que ça On pourrait le refroidisse trop faire vite. avec du papier d'alu, non? Ça marche aussi, mais pas serrer la viande. D'accord. C'est-à-dire il faut laisser exprès, tu vois, et s'il y avait ce morceau-là, je prends le volume et je laisse exprès un tout petit peu d'air, comme ça permet Moi, d'isoler. je trouve que ça marche nettement moins bien avec le papier d'alu, parce que d'ailleurs, quand on enlève le papier d'alu, il y a une pluie qui tombe sur la viande. Je trouve nettement moins ça, c'est bien. Alors que là, il y a une évaporation. Retenez donc que pour tout rôti cuit au four ou à la cocotte, le temps de repos est égal au temps de cuisson. Enfermez-le ensuite dans un papier de boucher type papier craft pour maintenir sa chaleur sans créer de vapeur d'eau. Pendant que mon rôti continue de chanter, je vous propose d'embarquer de nouveau à mes côtés dans le Dauphiné à Autran. Un petit voyage pour découvrir une bonne astuce, comment transformer des restes de gratin dauphinois en une espuma, de quoi en tomber raide.
Christophe Haribert, qui départageait tout à l'heure les gratins de ses parents dans l'établissement familial, réalise une émulsion à partir des restes de gratins de sa mère, Christiane, simplement constituée de pommes de terre, de sel et de lait entier, rappelez-vous. Le bouillon, je l'ai mis un petit peu dans le pot. J'ai pris de la peau aussi, la peau de cuisson parce que le goût est super bon, et les pommes de terre. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de chartreuse, environ une cuillère à soupe, une cuillère à soupe de chartreuse jaune, quelques gouttes d'anthésite très légers. Je vais mixer l'ensemble. Christophe cherche à obtenir une crème épaisse avec des notes d'anis, de réglisse et de fruits, le tout relevé d'un peu de poivre avant de sortir son accessoire magique. Comment on va mettre dans un siphon? Il est hyper important de le passer dans une passoire fine. Alors ça, c'est une préparation qu'on peut faire froid ou chaud. On a vraiment quelque chose de très subtil. On met quelques grains de caviar ou des œufs de poisson. C'est très très bon. Et voilà, le tour est joué. Une bonne astuce facile à réaliser pour magnifier les restes de gratin en une espuma idéale pour l'apéritif. C'est pas tout ça, mais nous n'en sommes pas encore là de notre côté. Les choses se précisent, je récupère quelques herbes aromatiques alors que le rôti est cuit et tout juste sorti du four. Alors quand on le sort, on va le rouler un peu comme ça. Dans la matière grasse, voilà, encore bien chaude. Garde Alors, surtout sa brillance. Tu sais ce que j'ai prévu de faire, moi? Je peux te l'emprunter? Oui, bien sûr. Regarde, j'ai fait confire, entre guillemets, des petites gousses d'ail en chemise dans de l'eau, 5 minutes. Idée, ouais. Voilà, parce que sinon c'est un peu acre, un peu puissant. Et je les mets à infuser un peu comme nos herbes. Ouais. Hop, là-dedans, jusque-là, tout va Très bien. bien, très très bien. Moi, très très bonne idée. On met un petit peu d'eau là-dessus pour diluer un peu le jus et puis surtout permettre au sucre de se décoller. Et pendant que le jus réduit, je suis les conseils de Raphaël et de Thierry en emballant mon rôti dans le fameux papier de boucher pour le laisser reposer sans refroidir. Aujourd'hui, pour dévorer nos gratins, 2 incollables sur le sujet arrivent. Laurence Bérard, ethnologue basée à Bourg-en-Bresse, qui explore nos terroirs de France, côté cuisine. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Et bonjour Marc. Ça fait plaisir de te revoir. Et Marc Fichel, patatier de Rungis le jour et chanteur la nuit. Vous nous avez apporté des petits cadeaux. Ah oui, il a amené du diamant là. Hein. C'est... Attends, ça c'est... Alors ça oui. Et puis en plus, moi j'ai une partie de ma famille qui vit sur l'île de Ré, je suis contente. Magnifique. Ça c'est les toutes nouvelles, les premières. Et ça c'est pas tout nouveau ça. Hein. Ça c'est un vrai produit de région traditionnelle. Et en plus on a un chef qui nous a cuisiné on pourrait dire une espuma de pommes de terre à la chartreuse. Donc, vous voyez, il y a une boucle. En même temps c'est vraiment un produit du Dauphiné. Hein. Absolument. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, installez-vous. Hop, moi, je vais chercher les plats. Bonjour. Chef, Ah, dis donc, oui. qu'est-ce que oui, t'en quand penses? même, C'est pas mal, non? C'est bien, tu vois. La couleur reste blonde, ça reste gourmand. Et je ne serais pas contre l'idée que tu nous découpes ça quand même proprement. Oui. Alors là, Marc, c'est toi qui m'as fourni les pommes de terre. Oui. Et quand je t'ai dit que j'allais faire un gratin dauphinois, tu m'as dit spunta. Oui. Et j'étais surprise parce qu'on n'en entend pas forcément parler de cette variété très souvent, alors c'est une grosse production. Oui, enfin c'est une production italienne au départ. On en produit également en France. Elle est Ce qui est semi-ferme. intéressant, c'est qu'à la fois, elle va quand même avoir une capacité d'absorption de la Exactement. matière grasse notamment. Voilà. Elle va cuire, elle va pas Exact. rester trop ferme, Ouais. mais il ne faut pas qu'elle se délite. Non, elle ne se délite pas. C'est l'idéal. Gustativement parlant, pour moi, c'est une très bonne pomme Elle de se terre. rapproche de quelle autre pomme de terre? Elle La est, Binge, la Mona ouais, elle a Lisa. un mix entre la Binge et la Charlotte. Alors Laurence, j'expliquais aux garçons que vous étiez donc chercheur au CNRS, anthropologue, spécialiste des cultures alimentaires traditionnelles. Ça nous va bien. Je suis à 2 doigts de vous dire de venir à chaque repas d'ailleurs, parce que vraiment on a Avec plaisir. tellement de choses à apprendre. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? En fait, concrètement, dans chaque région, on se nourrit de façon différente. L'attachement, la proximité, la façon dont on a été élevé avec certains produits fait qu'on continue de préférer certains produits à d'autres et d'apprendre à nos enfants. Il y a une sociologie géographique et historique du produit alimentaire finalement. Oui, c'est ça. Alors en attendant, c'est Thierry là qui est passé aux manettes. Alors j'ai vu dans tes cuisines, j'étais assez étonnée de l'épaisseur de la tranche que tu découpes. C'est un Chateaubriand quasiment. Là, on va servir chaud. Il faut, à la découpe et à la mâche, qu'on ait quand même quelque chose à manger. Si je fais un roast beef froid, je vais le couper à froid, des tranches très fines, et c'était un produit de pique-nique plutôt. Là, on est sur un produit de repas, donc on a besoin d'un peu de mâche et de coupe et de prendre du plaisir à mâcher cette viande. La gousse d'ail confite, elle intéresse quelqu'un? Je la vends à 5 €. Allez hop, gousse d'ail. Avec plaisir, j'en vends aussi. Alors.
Alors Marc, dis-moi, tu parlais de la conservation. Oui. Et moi, je dois te dire, shame on me, je les mets au réfrigérateur. Parce non. que j'habite pas dans une maison. Alors déjà, d'une chose, il faut les couvrir. Ça, c'est la base. Les couvrir. Oui, parce qu'il faut les protéger de la lumière. Même dans le noir, elles verdissent. Et une pomme de terre verte, dans certains pays, elles sont même interdites à 100% à la consommation. C'est-à-dire que quand tu vends... Quand elles ont verdi, quand tu vends une pourquoi? tonne Parce de qu'elles pommes- sont toxiques? Oui. En fait, les différences de température, elles sont comme nous. Hein. C'est ce que j'explique à mes clients qui commencent. C'est pareil pour l'ail, d'ailleurs. Elles sont comme aussi, l'être hein. humain. Enfin, les pommes de terre, mais tous fruits et légumes, il vit, il continue sa vie. Donc, une pomme de terre qui prend des coups de chaud, des coups de froid, c'est une catastrophe. Mais n'importe quel légume. 15 degrés, c'est bien. 10-15 degrés, c'est bien. Alors, est-ce que vous sentez la petite particularité du gratin? Parce qu'il y en a une. Il y a du fenouil. Voilà, exactement. Vous l'avez senti, c'est quand même, Oui, c'est quand même sensible, mais c'est pas dominant non plus. Et ce gratin dauphinois, alors, pourquoi s'est-il ancré dans ce terroir-là en particulier? Il semblerait que le gratin dauphinois ait été créé dans un restaurant dans le nord du Vercors, courant 19e siècle. Et ensuite, tout le monde se l'approprie. Et en fait, maintenant, le gratin dauphinois, tout le monde a des variantes. À Grenoble, c'est impossible d'avoir la recette du gratin dauphinois. Parce que chacun défend sa recette mordicus, quoi. Finalement, ce qui conditionne nos cuisines à chacun, qu'on soit pro ou pas, c'est quand même la maman, la grand-mère, les odeurs, la culture de la région. C'est toujours meilleur quand c'est la grand-mère qui l'a fait. Bon, pourquoi pas. Quand on raconte le Mais Vercors... après, quand tu le fais goûter à quelqu'un dont c'est pas la grand-mère, c'est là que la question se pose. Je vais te raconter une anecdote. J'étais voir un producteur de pommes de terre l'année dernière, je devais le voir chaque année, qui est en Normandie. Ouais. Et ben, il me fait toujours ce plat-là, parce qu'il me dit c'est le plat où on peut checker la qualité de la pomme de terre par rapport au Le mélange. gratin dauphinois. Oui, Ouais. il me dit si elles font dans la bouche les premières, il me dit on va faire une bonne année, on va faire une bonne saison. Ah, il teste la qualité de son... C'est le bourru de la pomme de terre, quoi. Ouais, Parce que je vous rappelle que nous avons un deuxième plat à déguster, donc je vais chercher les plats de Thierry. Alors voilà le plat de Thierry, qui est finalement assez fidèle à la tradition, tout en étant réinventé, amélioré probablement grâce à l'insert de lard de Colonnata. Et puis ton gratin qui est un petit peu moins anarchique que le mien, mais évidemment, bah, c'est façon grand chef. C'est très british de faire ça. Tu vas en Angleterre ou en Irlande, Ouais. ils mettent dans des petits trucs comme ça à côté. Et justement, ils expliquaient ça pour ça, parce qu'un jour j'aurais demandé, mais parce que ça maintient la chaleur. Ah, et Laurence, moi j'ai une question à vous poser. Puisque moi aussi, je voyage à la recherche de traditions, de savoir-faire, de ces particularités régionales. Mais comment fait-on pour pratiquer votre métier? Vous allez sur le terrain, vous êtes dans les livres, vous questionnez des gens? La première des choses, le préalable, c'est le terrain. Mais comment disons faites-vous? Vous arrivez au milieu de la place du village, vous mettez une annonce, ça, c'est le recherche, je sais pas, le meilleur gratin de Dauphinois de la ça, ville. c'est le métier d'ethnologue, disons, qu'on arrive sur place, on sait les gens qu'on va rencontrer en priorité. Moi, j'aime beaucoup aller sur les marchés, j'aime beaucoup rencontrer les artisans. Et puis ensuite, les choses se déroulent Vous avez comme votre méthode. une pelote de laine, parce qu'on vous indique, on dit, vous vous intéressez à ça, bon, bah voilà, il faut que vous alliez Finalement, on voir fait un peu le tel même et un métier, tel. moins scientifique pour ce qui me concerne. Moi, je dis qu'on doit faire le tour de la France pour écouter tous les gratins dauphinois. Ça me va bien. Et les rôtis aussi, parce que le tien est excellent et j'aime bien l'idée de ce lardage. Moi, j'ai eu la fève, hein. Je sais pas si pour vous, vous l'avez eu, mais moi, je l'ai eu. Et j'avoue qu'il y a un plaisir C'est parce la qu'en phase. plus, tu sais, tu commences à découper sur les côtés, donc t'as pas de lard, et puis tu arrives au milieu et là, tu as vraiment l'impression d'avoir un petit cadeau. Apparemment, vous utilisez le lardo di Colonnato Oui. dans le... Ça, c'est un produit mais magnifique italien. Ça donne un C'est- bon goût d'ailleurs. Qui a été Encore, sauvé moi, d'ailleurs grâce à des gens comme vous. C'était le cas aussi du noir de Bigorre. À un moment donné, il n'y avait plus de noir de Bigorre. Puis à un moment donné, il y a quelques-uns qui se sont dit mais non, on va refaire du On noir va de Bigorre. préserver la race. Et grâce à la science, grâce à un certain nombre d'acteurs de terrain que sont les agriculteurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est plutôt que d'opposer, essayer de rassembler pour défendre des choses qui... Et là, on peut parler de transmission et de tradition. Oui, ce que j'aime bien, c'est cette fidélité à la tradition, parce que la tradition a toujours un sens. Mais en fait, la tradition, c'est quelque chose de dynamique. C'est pas quelque chose de figé. Mais l'étymologie même du mot tradition, c'est transmettre. Ouais. Et c'est vraiment la Traverser transmission, les la temps. tradition. Et la transmission, par définition, elle est dynamique. S'inspirer du passé, le respecter, Ouais. mais se permettre aussi de le remettre en question, au goût du de jour. l'améliorer grâce à un cerveau collectif, grâce à des connaissances et grâce à de l'expérience. Ah, merci. Hein. Bon, et on n'a pas trinqué. C'est vrai. Ah, bah toi, t'as trinqué avec toi-même. Hein. Très fort, très fort. Quand on expérimente ça au laboratoire, on se dit qu'est-ce qui est possible de faire. Ah, un rôti à l'eau. Ah, nous y voilà. Are you English? Yes. Nous y voilà. Le rôti bouilli. Non, il Ça fait envie.
Ça va, t'es pas trop petite? Ouais.